Mesdames, Messieurs, je suis très heureuse de vous retrouver pour ces nouveaux numéros de Parole aux jeunes. Vous le savez, Parole aux jeunes, c'est cette plateforme qui regroupe différents jeunes de Colosie afin de débattre sur des thématiques liées à la jeunesse. Vous avez des sujets, vous avez des thématiques, vous avez des problèmes qui concernent la jeunesse. C'est ici que ça doit se passer, c'est dans Parole aux jeunes. Mesdames, Messieurs, comme tous les jeudis, je ne suis jamais seule sur ces plateaux. Je suis toujours accompagnée de jeunes dynamiques de notre province. Voilà, on va les présenter. Je vais commencer par vous, Dr Yann. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Oui, je vais bien. Et ça fait plaisir de vous inviter sur ces plateaux. Pouvez-nous un peu nous parler de vous? Je m'excuse, vous pouvez répondre à la question. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de vous? Oui, je m'appelle Dr Yann Kazambe. Je suis médecin des hôpitaux de la RDC. Voilà, merci beaucoup. Et vous, Monsieur Marco, vous êtes biologiste, c'est ça? Effectivement. Et où ça? Vous avez étudié où? Est-ce que vous êtes encore étudiant? Est-ce que vous êtes dans la vie active? Je suis encore étudiant. Je suis finaliste de l'ISTAM Colosie. Je suis en jeu 3 labo. D'ici là, je prépare ma défense. Donc, je suis biologiste dans 3 jours peut-être. Voilà. Et vous, Tim Mukaoul, vous êtes jeune dynamique, Voilà. tout simplement. Eh bien, moi, je réponds au team Mukaoul, déjà comme Anita vient de le dire. Je suis un jeune dynamique. Je suis aussi étudiant. Je suis journaliste et animateur à la radio ainsi que télévision. Voilà, Monsieur Djouma, bonjour. Bonjour, Madame Anita. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. Vous êtes jeune entrepreneur. Oui, par-dessus tout ingénieur aussi. Oui, et qu'est-ce que vous faites? Bon, là, ce que je suis en train de faire, je suis premièrement dans l'entrepreneuriat. Je m'occupe aussi des jeunes, parce que je m'appelle jeune ami. Voilà, mesdames, messieurs, vous avez remarqué, aujourd'hui nous sommes vraiment entourés de jeunes. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, nous allons traiter une thématique très importante. On n'a pas vraiment l'habitude d'en parler dans les médias, pourtant c'est vraiment très très important. Nous parlerons de la jeunesse face aux IST et nous parlerons spécialement du VIH-Sida. Voilà, et je vais commencer par vous, Dr Yann. C'est quoi d'abord les IST avant que nous puissions entrer en profondeur? Merci pour la question. Par IST, on entend infection sexuellement transmissible et d'autres appellent MST, qui veut dire tout simplement maladie sexuellement transmissible. Pourquoi ainsi? Comme nous l'entendons tous, on dit infection sexuellement transmissible. Alors ça fait partie des maladies qui sont transmises par voie sexuelle. Alors, tout comme des maladies qui peuvent être transmises soit par l'allaitement, quand je parle par voie sexuelle, là on voit directement les contacts avec les son partenaire. Voilà, comme je l'ai dit, mesdames, messieurs, nous allons parler des IST et surtout du VIH-Sida, parce que le VIH-Sida est inclus dans les IST, n'est-ce pas, Dr Yann? Évidemment, les SIDA, les syndromes immunodéficience acquise, fait partie des infections sexuellement transmises, alors qui frappent un grand nombre des humains à travers le monde. Comme nous le savons tous, on l'appelle le fléau du siècle. Alors c'est une grande maladie qui, à nos jours, jusqu'à présent, on se débat, on se bat pour en trouver les traitements adéquats. Mais jusqu'à présent, c'est en cours pour arriver à résoudre ces problèmes de santé qui rongent la population tout entière à travers le monde. Voilà. Monsieur Djouma, est-ce que vous pouvez un peu nous parler du sida? Vous êtes jeune. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle le sida? Oui. Bon, moi, je connais les sida par information, parce qu'on m'a enseigné cela. Syndrome immunodéficience acquise. Ça se transmet par voie sexuelle, comme les docteurs venaient de le dire. D'où face à ça, donc cette maladie provient de l'homme ainsi que de la femme. Lorsqu'il y a contact entre l'homme et la femme, c'est là provient les maladies sexuellement transmissibles. Et justement aussi les sida, monsieur Marco, vous êtes biologiste.
Voilà. Vous avez sûrement appris les sida. Et est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de cette maladie avant que nous puissions entrer en profondeur de notre sujet? Merci. En fait, avant de parler du sida, nous devons d'abord commencer par le VIH. On ne peut pas directement entrer au sida sans pour autant passer par le VIH. Le VIH, qui est les virus immunodéficience humains, qui est un virus qui attaque directement le système immunitaire, donc c'est-à-dire le défense de l'organisme. Le défense qui entre en jeu quand l'homme est face aux différentes maladies, donc ce qui rend l'homme protectif, c'est ce qu'on appelle défense immunitaire. Alors, quand on parle du VIH, le VIH a probablement 3 phases. Le sida intervient dans la 3e phase du VIH. C'est-à-dire, il y a de différentes phases avant qu'on puisse parler du sida. C'est un peu ça. C'est un peu ça, Monsieur Tim. Voilà. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui souffre avec le VIH? En fait, pas vous, mais bon, vos amis et tout. Comment est-ce que vous... Voilà, merci beaucoup Anita. Déjà par cette question, j'ai souri un peu parce que sûrement tout le monde, j'espère, a au moins rencontré quelqu'un qui vit avec ces virus de VIH. Et pour moi aussi, c'est à titre d'information concernant cette maladie, cette infection en VIH. Et aujourd'hui, on va parler d'un ces sujets qui est vraiment pertinent. C'est les IST face à la jeunesse. Alors moi, je sens qu'il y a beaucoup de choses que nous devrions dire plutôt. Et heureusement qu'on a un médecin avec nous sur ces plateaux. Il va nous donner beaucoup plus des éclaircissements par rapport à ces sujets, vu le déroulement de cette émission. Et Monsieur Djouma, selon vous, pourquoi est-ce que les jeunes ont peur de faire des dépistages? Voilà, j'y arrive. Selon vous, pourquoi? Il y a vraiment peu de jeunes qui partent faire des dépistages. Pourquoi, selon vous, il y a cette peur Bon, parce que quand on parle du sida ainsi que les IST, directement ça fait peur. Vous allez à l'hôpital, on vous dit non, vous êtes atteint des infections. On ne sait pas vous dire quelle infection. Là, directement, vous avez peur. Aujourd'hui, les jeunes ont peur d'aller aussi là-bas à cause de l'irresponsabilité. Aujourd'hui, nous jeunes sommes devenus beaucoup plus irresponsables dans notre société. À cause, premièrement, des imitations, à cause des films obscènes que nous sommes en train de suivre chaque fois dans nos télévisions, ce qui pousse aussi aux jeunes que leur cerveau, leur esprit est en train d'imiter. Lorsque vous voyez des images, les images restent captées, donc le cerveau est en train de saisir ces images-là. Puis nous aurons toujours tendance à imiter, tendance à reproduire ce que j'ai vu. Raison pour laquelle, lorsque vous voyez de telles choses à la télé, que l'esprit vous pousse à faire cela, vous pouvez toutefois le faire. Maintenant, comme vous tombez malade, maintenant pour aller à l'hôpital, c'est devenu difficile. Voilà, et vous, docteur Yann, pourquoi les jeunes aujourd'hui ont peur du dépistage? Oui, les jeunes actuels ont peur du dépistage. Pourquoi? Parce que quand nous entendons parler du sida, nous voyons que c'est une très grande maladie qui ronge la population, comme je l'ai dit en début. Alors, vu le fait qu'aussi les traitements jusqu'à présent n'est pas encore trouvé, alors ça fait peur quand quelqu'un s'est dit pour être atteint de cette maladie, je serai ce qu'on appelle intouchable, les gens vont s'éloigner de moi, ma famille va m'abandonner, ainsi de suite. C'est pourquoi la plupart des jeunes actuels ont peur du sida et ils s'éloignent et ils évitent le dépistage. Voilà, Monsieur Marco, entre l'abstinence, la fidélité et la protection, quel est votre choix personnel au fait? Qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux jeunes? Vous êtes biologiste, vous êtes aussi jeune. Entre les 3 choix, qu'est-ce que vous pouvez conseiller? Entre l'abstinence, la fidélité et la protection. Moi, je peux toutefois conseiller aux gens de se protéger. On peut toutefois s'abstenir à quelque chose, ou soit à son partenaire, sans pour autant connaître son état immunitaire. Mais ce qui est très important, c'est savoir comment se protéger. Puisque c'est une maladie jusque-là qui est tellement incurable, comme le docteur l'a dit, bien sûr.
quand on n'a pas encore trouvé le traitement, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est très grave. Pour trouver le remède, c'est toutefois, en fait, c'est compliqué. Alors, moi, ce que je peux conseiller aux jeunes, c'est vraiment savoir quelles sont les mesures qu'il faut prendre pour les mesures de prévention, qui sont très préventives. C'est ce que moi, je peux conseiller aux jeunes. Et vous, monsieur Tim, entre le 3? Voilà, entre le 3, je n'aurais pas d'abord donné une réponse par rapport à cette question, parce que je trouve qu'avant d'y arriver même à l'abstinence, à la protection et à l'autre, c'est que vous avez dit, Anita, il y a un problème qui est d'abord qu'il faudrait plutôt épingler et mettre ça sur table, qu'on puisse toucher vraiment tout le point sensible à ces points, afin de trouver quoi faire pour donner à cette jeunesse. Parce que moi, quand je suis en train d'écouter, quand j'ai appris déjà les sujets, je me suis dit que c'était un sujet vraiment pertinent, et tout part vraiment de la sexualité. La sexualité, c'est ce qui est comme la pièce maîtresse de ces infections qu'on appelle IST, de cette maladie qu'on appelle SIDA. Et ça peut faire comment que cette maladie ou bien ces infections puissent toucher particulièrement le jeune. Eh bien, la réponse est trop simple, c'est parce que c'est un sujet tabou ici chez nous. Oui, c'est parce qu'on n'en parle pas. Dites-moi seulement sur 10 familles ici à Kolwezi, la seule famille qui réunit des enfants autour d'une table le soir, et afin de leur parler de l'éducation sexuelle. Moi, je pense qu'il n'y en a aucune. C'est de là où provient d'abord le problème. Il faudra d'abord commencer par régler là-bas de quoi qui ne va pas, et après, on va essayer de parler maintenant de la protection et tout ce qui va avec. Mais qu'est-ce que vous pouvez choisir comme choix parmi le 3? Comment se protéger si on ne t'a jamais appris comment te protéger? Comment t'abstenir si tu ne sais même pas contre quoi tu vas t'abstenir? On dit toujours, il faut s'abstenir, il faut faire ça, mais les jeunes sont vraiment bornés même dans la tête. Parce qu'à la maison, on n'en parle pas. On en parle partout, on n'en parle pas vraiment de ces sujets qui concernent la sexualité. Alors moi, je me dis, on va se protéger comment? Il faut dire d'abord qu'il y ait une éducation sexuelle adéquate. Et par après, on va dire, on se protège comme ça et comme ça. Justement, le docteur va nous parler de ça, mais j'aimerais aussi... mais ne vous en faites pas, Tim, vous allez répondre à ma question, même si vous n'avez pas voulu répondre. Ouais. Monsieur Djouma, et vous, parmi les 3 choix, qu'est-ce que vous pouvez choisir entre l'abstinence, la fidélité et la protection? Entre l'abstinence, la fidélité et la protection, moi aussi j'emboîte les pas de mon prédécesseur. Non, vous allez choisir, ne vous en faites pas. Bon, quand nous voulons choisir, la prévention, si vous voulez vous protéger face à quelque chose, vous allez vous protéger face à quoi? Et quel élément qui vous permettra de mieux se protéger? Est-ce que cet élément-là est efficace pour votre protection? S'agissant de l'abstinence, je peux m'abstenir à quelque chose, mais si mon esprit est corrompu, si mon esprit cherche toujours à faire cela, je peux toutefois céder. Parlant de la fidélité, oui, je peux aussi prendre la fidélité parce que je peux être fidèle à moi-même. Je peux respecter mes principes, je peux respecter de la manière dont je marche. Bon, moi, j'ai choisi la fidélité parce que la fidélité, c'est une chose qui est très capitale. Voilà. Et j'ai l'impression que tout le monde ne veut pas vraiment répondre à cette question, mais ne vous en faites pas, vous allez répondre. Monsieur, docteur Yann, pourquoi ce sujet est vraiment tabou, très tabou dans notre société? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une certaine ouverture d'esprit? On n'apprend pas aux enfants comment se protéger, comment s'abstenir, comment tout ça. Pourquoi on n'apprend pas ça aux enfants? Oui, merci pour la question. Comme vous venez de le dire, c'est un sujet qui fait tabou dans notre milieu. Pourquoi? Parce que ça fait peur. Quand on est affecté ou atteint par le sida, je l'ai dit, tout le monde s'éloigne de vous. Tout le monde a peur, même de vous toucher. Alors, s'agissant de méthodes, vous avez parlé de 3 méthodes de prévention, à savoir l'abstinence, la fidélité, ainsi que la protection. Je vais répondre à toutes les 3 méthodes et de cette manière. Je vous ai entendu parler des enfants. Est-ce qu'un enfant est sujet à piquer ou
se présenter ou à faire les rapports sexuels. Docteur, est-ce que ce n'est pas parce qu'on ne parle pas aux enfants de tout ça, de la sexualité, que les enfants ne comprennent rien et après ils tombent dans des choses où c'est vraiment trop tard, ils ont vraiment des maladies? Est-ce que c'est parce qu'on n'en parle pas dans notre société? Vous avez tout à fait raison. Le fait qu'on n'en parle pas de la sexualité aux petits-enfants, alors il s'est fait que la plupart des jeunes ou la plupart des enfants succombent face à cette maladie. Alors, c'est pourquoi je vais répondre à cette question que vous avez posée à mes collègues ici. Et à moi, vous avez un peu évité. Je vais parler de l'abstinence. Qui doit s'abstenir et quand s'abstenir? Alors, là, nous voyons déjà qu'un enfant doit normalement s'abstenir et attendre l'âge où il aura des explications par rapport au rapport sexuel. Et face à la maladie ou au sida que nous parlons ici. Et deuxièmement, par rapport à l'abstinence, plutôt à la fidélité. Qui doit être fidèle? À celui qui s'est déjà marié. Il sait que moi, je dois être fidèle qu'à mon partenaire. Et non pas, vous êtes face à une multitude de partenaires, alors vous ne savez pas qui peut vous apporter cette maladie. Et c'est là où vous pouvez propager dans toutes les couches ou à travers tous les partenaires que vous fréquentez. Et cela vient un danger pour la population et pour nous tous ici, si nous n'arrivons pas à être fidèles face à nos partenaires. Et troisièmement, par rapport à la protection, pourquoi la protection? À la protection, je parle surtout parce qu'on en parle à travers le monde, même la recommandation de l'OMS, on nous recommande de se protéger. Pourquoi? Pour éviter de propager la maladie à travers nos partenaires que nous rencontrons, nous croisons dans notre parcours au quotidien. Donc c'est un peu ça. Et Monsieur Marco, est-ce qu'il faudrait, selon vous, puisque nous sommes en train de parler de maladies sexuellement transmissibles, est-ce qu'il faudrait aujourd'hui commencer déjà dès le bas âge à apprendre aux enfants comment éviter cette maladie, parler aux enfants de la sexualité? Bon, selon moi, on peut nécessairement commencer à le faire aux enfants qui ont déjà atteint l'âge de l'adolescence. Parce que c'est l'âge où l'enfant n'est pas tellement, il ne se contrôle même pas. Donc pour contrôler ses sentiments, ses émotions, c'est tellement très compliqué. Alors si on est tellement ouvert avec cet enfant, on risque de l'aider. En fait, on peut toutefois l'aider à ne pas être, à bien se protéger face à cette maladie. Je pense bien le docteur a bien dit, il a bien expliqué, s'abstenir face à quoi et se protéger face à quoi. Alors, dès que nous, jeunes, ou soit nous sommes un peu avancés, on a ces notions. On peut nécessairement les expliquer bien aux enfants qui ont déjà atteint l'âge de l'adolescence, pas les enfants de bas âge. Ouais. Là, je crois que c'est tellement avantageux et c'est très capital. C'est vraiment très capital. Tim, le docteur a expliqué qu'est-ce que c'est la fidélité, qu'est-ce que c'est l'abstinence, qu'est-ce que c'est la protection. Maintenant, peux-tu nous expliquer le choix que tu peux personnellement prendre et pourquoi? Voilà, je pense qu'à cette question, le docteur a déjà donné une réponse déjà que nous tous nous devons absolument embrasser parce qu'il y a des étapes où on peut choisir une option comme une autre. On peut s'abstenir, c'est lorsque on est peut-être jeune, comme le docteur l'a expliqué, et on a la probabilité ou bien la possibilité de faire cela, faire différentes choses, mais on s'est dit, moi je me préserve parce que pour moi ce n'est pas l'âge qui est vraiment requis pour faire cela. Et on peut être fidèle, c'est lorsqu'on est marié. On ne peut pas être et vous là maintenant, on dit qu'on est fidèle. J'ai l'impression que vous essayez de fuir ma question, mais ne vous en faites pas, vous allez répondre. Voilà. Quel est votre choix? Monsieur Tim, répondez à ma question et donnez vos arguments par rapport à cette question. Alors moi, la réponse que je pourrais donner, c'est juste c'est protéger. Voilà, c'est protéger. Et la protection doit venir d'où? J'insiste encore, doit venir d'une bonne éducation sexuelle reçue d'abord de la famille. Parce que nous sommes sans ignorer que notre société vraiment est rongée, je peux dire, par ces problèmes qui concernent la sexualité. Dès que quelqu'un dit seulement une chose qui cadre avec la sexualité, vous entendez déjà beaucoup de gens crier comme si la personne venait de voir un ange descendre du ciel. Vous voyez un peu, ce qui est un peu très très compliqué. Le mieux à faire, c'est de commencer d'abord. Moi, je ne suis pas d'abord d'accord avec mon confrère qui venait de parler précédemment. Il a dit qu'il faut commencer à éduquer déjà les enfants lorsqu'ils sont pendant leur période d'adolescence. Moi, je ne suis pas d'accord
d'accord, parce que la période d'adolescence, c'est la période où l'enfant est vraiment perturbé. Il n'écoute rien vraiment de ce que vous allez lui dire. Alors, la période idéale pour expliquer à un enfant comment est-ce que l'expliquer vraiment sur l'éducation sexuelle, moi je pense que c'est la période où l'enfant déjà commence à avoir la conscience. Là, on commence déjà à avoir la conscience. Les parents, c'est eux les premiers éducateurs déjà des enfants. Ils commencent déjà à inculquer certaines notions qui concernent la sexualité aux enfants, pourvu que lorsque les enfants vont grandir, qu'ils puissent bien s'épanouir. Parce que tout provient d'où? On dit seulement aux jeunes, par exemple, que non, il ne faut jamais faire les rapports sexuels. On interdit juste comme ça. Non, pourquoi? Parce que ce n'est pas bien. On ne dit même pas le pourquoi, vous comprenez un peu. Voilà. Or que c'est quelque chose qui fait partie, je dirais, des besoins physiologiques d'une personne. Voilà, je sens déjà Djouma en train de se gratter un peu. Il a envie de répondre. Djouma, tu peux répondre. Bon, la manière dont je peux répondre, si vous voulez mettre une éducation sexuelle, vous voyez que ça c'est un peu vague, parce que nous tous ici, nous sommes passés sur les bancs de l'école, il y avait un cours intitulé l'éducation à la vie, et de vie. Ce cours-là nous permettait de converser avec notre professeur. On échangeait de tout. Même, on épinglait même des sujets, la sexualité, on l'épinglait aussi. Il y avait un certain moment, on avait étudié l'adolescence. Et j'aimerais un peu ajouter quelque chose. Aujourd'hui, dans notre société africaine, nous avons oublié le premier palabre entre une fille avec sa mère et un garçon avec son père. Aujourd'hui, ça ne se passe plus dans nos sociétés. Je ne sais pas si c'est quoi. Normalement, à un certain âge, la fille et sa maman pouvaient converser, pouvaient échanger sur tout. Nous aussi, de notre côté, avec notre papa, donc, en ricochet aussi, pouvait nous parler un peu de la sexualité. Non, mon fils, il ne faut pas faire ça. Si tu vas dans ce chemin ici, ça peut te porter malheur. Vous voyez un peu. L'éducation à la sexualité, ce n'est pas important de mettre ça dans nos écoles. Nous voulons copier quelque chose qui vient de nulle part. Donc, prendre ce que les Français veulent commencer, mettre l'éducation sexuelle en première année, un enfant qui a 5 ans. Vous pensez que cet enfant-là va comprendre quoi? Et donc, vous contredisez un peu Tim, puisque Tim, il dit qu'il n'y a pas vraiment l'âge à ça, quoi, à apprendre les enfants. Là, je suis contre avec M. Tim, parce que ce n'est pas possible de donner un cours à la sexualité à un enfant de 5 ans, de 6 ans. Qu'est-ce que cet enfant aura? Ça va lui apporter quoi? Bon, peut-être, vous allez maintenant pousser à cet enfant à aller vers la curiosité, de savoir la sexualité c'est quoi. Là, l'enfant venant va vouloir apprendre, va vouloir essayer. Moi, je trouve que ce n'est pas important de mettre un cours de sexualité. On peut en parler en famille, ça ne dérange pas, mais dans nos écoles, ce n'est pas important de mettre ça, parce que vous allez pousser aux enfants à aller faire du n'importe quoi, maintenant à perdre nos enfants complètement. À perdre nos enfants complètement. Oui. Monsieur Marco, tout à l'heure, Monsieur Tim vous a un tout petit peu contredit par rapport à ce que vous avez dit. Il faut commencer à apprendre les enfants à partir de l'adolescence. Hein? Est-ce que vous pensez vraiment que c'est important? Oui, je pense bien, mon frère vient de me compléter. En fait, j'ai bien dit à l'âge de l'adolescence, parce que déjà à l'adolescence, l'enfant prétend tout connaître, sans pour autant connaître. Et sûrement qu'il n'écoute pas. Mais la meilleure façon d'écouter, c'est quand on les prévient face à quelque chose de non, ne fais pas ça. Mais quand on parle, comme mon frère a dit, c'est une bonne façon de commencer à parler de la sexualité quand la personne a déjà la conscience. La conscience, ça commence de quel âge? C'est à quel âge que la personne peut déjà avoir la conscience? Déjà, j'entre dans l'idée de mon confrère. Il a dit de 5 ans déjà, quand la personne entre à l'école primaire. Déjà, elle a sa conscience. Alors, comment expliquer qu'on peut parler de la sexualité à l'école primaire? Là, déjà, c'est pousser l'enfant de savoir c'est quoi d'abord la sexualité. Comment est-ce que ça se passe? Vous voyez déjà l'idée de l'enfant, hein, là où ça peut l'amener. Voilà. Donc là, on peut perdre l'enfant au lieu de le mettre dans les bons chemins. Voilà. Je veux donner la parole au docteur quand même. Il n'a pas encore parlé. Tim, tu veux parler? Je vais te donner la parole. Docteur Yann, à quel âge exactement? Vous êtes médecin, dites-nous à quel âge. Est-ce c'est à l'adolescence
ou c'est quand l'enfant est encore tout petit pour éviter tous ces problèmes? Oui, merci. Je dirais l'âge d'apprendre à un enfant la sexualité, il n'y a pas d'âge. Chaque parent ou chaque responsable d'un enfant est censé voir que mon enfant, je le vois comme s'il commence à monter des degrés de connaissances, à toucher ça et là. Alors, bien sûr, en famille, nous devons être d'abord des conseillers, en tout cas nous sommes en famille, apprendre à nos enfants, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Quand tu fais ceci, quand tu fais cela, qu'est-ce qui peut t'arriver, qu'est-ce qui peut être de dommages qui peut t'arriver. Et aussi à l'école, quand un enfant commence à monter des classes, il arrive, comme mon frère venait de le dire, il y a les cours de l'éducation à la vie, où on apprend quand même à nos enfants que voici les rapports sexuels est là et tout ça. Pourquoi? Parce que tel que Dieu a créé l'homme, il a créé avec différents désirs, différentes sensations selon les tranches d'âge. Donc, nous savons qu'il y a des tranches d'âge, nous savons il y a la petite enfance, l'enfance, la puberté, l'adolescence. Et vous voyez, à la puberté, un enfant arrive à toucher à n'importe quoi. Même au sexe, il peut arriver à toucher. Il n'y a pas que l'adolescence où l'enfant peut arriver au rapport sexuel, non, même à la puberté, même. Le problème, c'est nos milieux dans lesquels nous vivons, c'est que l'enfant voit, au travers des aînés, à travers la télévision, des scénarios qui montrent que des gens qui sont nus, qui montrent des gens qui sont en train de s'embrasser. Cela est en train de stimuler, de pousser aux enfants aussi à aller toucher à ce point qui est la sexualité. Donc vous êtes un peu d'accord avec Tim? Oui, je suis d'accord en disant que la sexualité doit s'apprendre à un âge où vous voyez que votre enfant, je le vois en train de prendre de l'âge, je le vois en train de toucher à tout. Alors, cela me pousse à lui informer, à lui dire que ça c'est mauvais, ça c'est bon. Dès que tu fais ceci ou dès que tu fais cela, voici ce qui peut t'arriver. Voilà. Tim, tu voulais parler maintenant, tu as la parole. Je suis très content des réponses que le docteur venait de nous donner. Ça veut dire qu'il vient en quelque sorte d'emboîter mes idées pour dire que ce sont les idées qui sont concrètes, je peux dire comme ça. Alors, si on peut revenir juste un peu, quand je dis qu'il faut commencer à apprendre déjà aux jeunes à leur parler de la sexualité déjà quand ils ont la conscience. Je parle de quels jeunes? Je parle de ces jeunes-là, il y a des enfants déjà à un certain âge, 6 ans, 7 ans, vous entendez déjà un enfant qui dit quelque chose là, il commence à dire, vous sentez la curiosité, peut-être on voit la télé, vous voyez déjà avec les séries que nous voyons, l'enfant voit et l'enfant dit peut-être quelque chose comme ça et vous allez voir nos mamans, nos papas, non, tais-toi, on ne dit pas ça. On ne dit pas ça, ça n'existe pas. Donc on interdit carrément l'enfant à ne plus jamais prononcer par exemple ce mot, mais sans pour autant lui donner beaucoup plus de précisions. Pourquoi est-ce que tu ne peux jamais dire ça? Vous voyez, c'est ce que moi je suis en train de déplorer ici. Et quand on dit qu'il ne faut pas commencer à donner les cours d'éducation sexuelle à partir déjà de l'école primaire, à partir des 5e, je ne sais pas 6e, moi je ne parle pas d'abord de l'école. Moi je parle de cette éducation sexuelle en famille d'abord. Parce que le grand problème qui provient à ce que beaucoup de jeunes puissent se détourner, arrivent à se retrouver dans des situations où ils sont vraiment atteints, beaucoup d'ailleurs de maladies, des infections sexuellement transmissibles. La cause provient de la famille. Parce que le parent, la famille a laissé cette tâche-là d'éducation sexuelle, elle a laissé cette tâche-là aux enseignants. Or que les enseignants, ce ne sont pas nos parents. Ils peuvent être nos parents, mais peut-être en deuxième position parce qu'ils nous inculquent un peu de cours. Mais il y a d'autres choses, ce n'est pas aux enseignants de laisser. C'est les parents d'abord qui doivent commencer à donner ça déjà dès les bas âges aux enfants, de telle façon que quand ils grandissent, ils ont déjà certaines notions. Ils se disent, non, aujourd'hui, je peux avoir envie peut-être de faire telle chose. Mais je sais au moins que si j'ai fait ça sans protection, ça mais nous sommes aussi des Africains, Tim. Voilà. Nous sommes aussi des Africains. À un certain moment, on ne peut pas vraiment, je ne sais pas tout dire à nos enfants. Nous sommes des Africains. C'est le fait de dire que nous sommes des Africains que beaucoup de jeunes partent à côté. Voilà, retournons à nos moutons. Voilà, nous sommes en train de parler du VIH-Sida et de maladies sexuellement transmissibles. Voilà, je vais te poser une petite question, Djouma. Est-ce que tu connais l'autodépistage? C'est difficile que je puisse connaître le taux de dépistage aujourd'hui,
nous avons un médecin ici. Il va nous expliquer, justement. Il va nous expliquer, oui. Parce qu'on n'a jamais eu, même à la télévision, dans l'information, aujourd'hui, on a eu à dépister tel hôpital, tel hôpital. Voilà. Normalement, si on pouvait dépister, aujourd'hui, le taux de sida, de VIH, c'est surtout au niveau des élèves. Ah oui. Les élèves aujourd'hui, on doit avoir un œil sur les élèves aujourd'hui. Parce que ceux qui font le mal, beaucoup plus le mal aujourd'hui, ce sont les élèves. Il faut qu'il y ait chaque fois dépistage. Parce qu'à chaque année, qu'il faut qu'il y ait au moins dépistage. Chose qui ne se fait pas ici chez nous. Si on veut faire le dépistage, c'est quand on veut prendre le sang. Oh, nous avons besoin dans notre banque de sang, si vous pouvez un peu nous doter de votre sang. Là, du moins, on passe par les dépistages. Mais normalement, les dépistages doivent commencer à se faire chaque fois. Passer dans nos universités, passer dans nos écoles. Ça doit être obligatoire. Parce qu'on doit connaître l'état sérologique de tout un chacun. Justement, Djouma, je pense que Tim a un peu bougé la tête, mais je ne te donne pas la parole, Tim, malheureusement. Je reviendrai à toi. Monsieur Marco, est-ce que vous connaissez l'autodépistage? Parce que nous sommes en train de parler du VIH et de maladies sexuellement transmissibles. Le taux de dépistage, bien l'autodépistage. Ah, ok. L'autodépistage, oui, j'ai une idée. Je sais bien que c'est lorsqu'une personne a sa conscience d'aller se faire dépister de soi par sa propre volonté. Il se rend compte que non, peut-être récemment, dans le jour passé, je me suis mal comporté, ou soit j'ai eu à faire beaucoup de... Bon, disons, je me mets d'abord moi à ma place, comme je suis un personnel soignant. Je dis que j'ai eu à manipuler beaucoup de sang. Je peux toutefois me dépister pour savoir mon état sérologique. Oui. Et est-ce que vous vous êtes déjà dépisté? Oui, je le fais chaque 3 mois. Donc après 3 mois, je le fais. Djouma, est-ce que vous avez déjà fait un dépistage? Bon, sur ces points-là, faire le dépistage chez moi, en tout cas, je me connais déjà. Ah non. Les gens qui font les dépistages, ce sont des gens premièrement qui ont peur. Peut-être il a fait des histoires, il est parti se faire dépister parce qu'il n'a pas confiance en soi. C'est non, je dois faire attention, comme j'ai fait ça. Donc vous n'avez jamais fait les Non, je l'ai déjà fait. Oui. Et je vous assure que c'est un bon... Oui. Bon, en fait, j'ai compris la réflexion de mon confrère. En fait, ce n'est pas seulement dire que la personne n'a pas confiance en lui. Parce qu'il y a plusieurs façons de se contaminer. Ce n'est pas seulement par la voie sexuelle. Non. Moi, j'ai donné mon exemple parce que moi, je suis un laborantin. Donc, je travaille dans le labo. Je manipule à tout moment le sang. Donc, rien n'empêche à ce que je puisse me blesser. Alors, je ne saurais pas le sang avec lequel je me suis blessé, comment est-ce que le sang était. Là, je ne sais pas. Il y a nos mamans qui... Bon, pas seulement nos mamans, parce que de nos jours, il y a aussi de jeunes garçons qui travaillent à la maternité. À chaque fois, ils manipulent le sang. Et il y a dans des familles où il y a les gens qui ont le VIH. Est-ce que vous savez comment est-ce qu'il faut vivre avec ces gens-là? Il y a peut-être des méthodes où vous ne savez pas, mais par manque de connaissances, vous êtes déjà infecté il y a très longtemps. Donc ce n'est pas seulement question d'avoir confiance en soi. C'est avec votre réflexion que vous allez vous rendre compte que vous êtes infecté, mais sans pour autant le savoir. Parce que vous, en votre tête, on peut toutefois se faire quoi encore? Se contaminer toujours par le voie sexuelle. Non, ce n'est pas ça. Voilà, Djouma, je vais donner la parole à Tim. Tim, est-ce que tu as déjà fait un dépistage? Voilà, moi je l'ai fait une fois durant une année. Donc en début de chaque année, j'ai fait au moins mon test du sang. Et j'aimerais aussi par ricochet répondre un peu à mon confrère qui est juste à ma gauche, que la confiance n'exclut pas à la vérification. Justement. Voilà. Et docteur, combien de fois il faudrait faire le dépistage? Merci. Les dépistages, combien de fois il faut les faire, c'est par rapport à ce que nous faisons, à ce que nous appliquons. Peut-être moi je fréquente beaucoup des putes, je fréquente beaucoup des femmes. Alors si je me dis je n'ai pas la confiance, j'ai peur, je peux me faire dépister. Vous rejoignez un peu l'idée de Djouma, c'est ça? Évidemment, donc c'est faire dépister. Bon, j'ai rejoint son idée et je vais aller aussi ailleurs pour m'expliquer. Il n'y a pas le nombre de dépistages, mais on peut se faire dépister, c'est par rapport à ce que l'on fait, à ce que l'on pratique, qui on fréquente. Je fréquente combien de dames, je fréquente combien des hommes. Alors quand je fréquente, je regarde cette panoplie des partenaires que je fréquente et j'ai peur, je me dis alors
il faut me faire dépister. Mais la plupart des jeunes ou des gens d'aujourd'hui ne se font pas dépister. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Mais s'il est déjà atteint de la maladie, alors il s'est mis à propager à travers le monde. Et deuxièmement, je peux me faire dépister si, par exemple, je suis blessé avec des objets tranchants, ou j'ai manipulé, par exemple, de malades, ou sans protection, sans des gants. Alors, cela peut me pousser à me faire dépister en disant peut-être j'ai manipulé des objets de labo comme mon frère venait de le dire, tout comme j'ai touché un malade atteint par la maladie, mais dans les contacts de son sang, j'étais en contact avec son sang. Donc c'est un peu ça. Donc il n'y a pas le nombre de dépistages. Les dépistages consistent tout simplement à y aller quand on sent que nous sommes à risque, quand on sent qu'on n'a pas confiance en soi par rapport à nos fréquentations au quotidien. Donc c'est un peu ça. Oui, Marco, tout à l'heure vous avez dit qu'il y a une certaine différence entre les VIH et les sida. Donc quelqu'un peut avoir les VIH et il ne peut pas avoir les sida. J'aimerais que tu nous expliques un tout petit peu. On parle, je commence par le VIH. Oui. Le VIH a normalement 3 phases. Il y a la phase qu'on appelle primo-infection. C'est une phase où la personne a été infectée sans pour autant qu'elle le sache. Mais il y a quand même des différents signes qui peuvent montrer, mais les examens de laboratoire ne peuvent pas confirmer les résultats. La deuxième phase, c'est la phase qui est asymptomatique. Donc la phase asymptomatique, c'est une phase où il n'y a pas nécessairement les signes qui peuvent nécessairement montrer que non, la personne ici est infectée. Non plus, le laboratoire ne peut pas confirmer. Maintenant, la troisième phase, c'est la phase maintenant du VIH-Sida. La troisième phase. Donc, c'est-à-dire, quand on est infecté, dès le même jour, on ne peut pas savoir que non, moi j'ai les sida. Non. Il y a un temps qui peut toutefois passer pour maintenant aller au laboratoire. La primo-infection, qui est la première phase, ça dure d'une semaine à 1 mois. Donc il y a les différents signes qui peuvent toutefois apparaître comme le maux de tête, les douleurs musculaires, de mal aux gorges, donc des douleurs pareilles. Donc ce sont des signes qui sont dans la primo-infection. Mais directement, si vous allez au laboratoire, ça ne peut pas confirmer directement que vous êtes atteint du VIH-Sida. Dans la deuxième phase, là, il n'y a absolument rien. Mais est-ce que quand quelqu'un a les VIH, il n'a pas encore les sida, est-ce que cette personne-là peut mourir? Quand la personne a les VIH... Est-ce que ça peut se soigner, voulais-je dire? Est-ce que ça peut se soigner? Non, non, ça ne peut pas se soigner. Ça ne peut pas se soigner. Déjà, on dirait que ce sont le processus du sida. Donc, c'est déjà entré. Il n'y a pas moyen que ça se soigne. Mais du moins, on peut toutefois faire en sorte que ça puisse vous donner un peu beaucoup de temps à vivre quand on est en train de combattre les différentes maladies qui peuvent toutefois suggérer auprès de vous. Mais même si ce n'est pas le sida, aussi longtemps qu'on se rend compte que moi j'ai eu peut-être à manipuler le sang, il faut toujours attendre un temps qu'on doit nécessairement le dire au laboratoire, même si c'est 3 mois. Voilà, Tim, je ne souhaite pas, mais tu peux vivre avec quelqu'un qui vit avec les VIH, SIDA, où tu apprends que voilà, ton ami ou je ne sais pas, quelqu'un qui vit avec les SIDA, comment tu peux te comporter avec cette personne-là? Mais je vais me comporter toujours de la même façon que je le faisais. Mais tu l'as dit, mais quand tu sauras vraiment que cette personne a les sida, est-ce que tu vas le faire? Oui, parce que j'ai déjà eu, dans mes fréquentations, j'ai déjà eu à fréquenter des amis. Un des amis, bon, une amie, qui était déjà atteinte du VIH, et je le savais, mais cela n'a pas fait à ce que je puisse me soigner de cette personne. Donc on vivait toujours comme on le faisait depuis avant, et tout s'est passé toujours bien. Et c'est là où j'aimerais vraiment interpeller beaucoup plus la société qui est en train de nous suivre en ce moment. Et j'aimerais mettre un tri sur la jeunesse. Le VIH ou bien le sida, ce n'est pas vraiment la fin du monde, comme d'autres personnes les sentent. Il suffit d'apprendre tellement que tel souffre de cette maladie. Déjà, cette personne, on commence déjà à l'exclure petit à petit de la société, des activités qui sont liées à la société. Ça, ce n'est pas normal. La personne qui vit avec le VIH-Sida, c'est une personne qui jouit des mêmes droits et devoirs comme tout être humain normal. Et par conséquent, on doit les traiter avec de l'affection. Surtout, ces gens ont vraiment besoin de l'affection, de la tolérance beaucoup plus, et être là vraiment pour ces personnes-là. Et M. Djouma? Oui, ces gens-là aussi ont besoin de l'amour, ont besoin de l'affection. Mais je dois savoir, parce qu'il y a
il y a des causes. Le VIH apporte la tuberculose, le VIH apporte d'autres maladies. Je dois savoir de quelle manière je dois me tenir. Ou bien de quelle manière je dois l'entretenir dans mon milieu. Parce qu'il ne faut pas que peut-être la personne est atteinte de tuberculose, que je sois aussi atteint. Voilà un peu. L'amour, oui, je peux donner mon affection, je peux donner mon amour, mais quand il s'agit de traiter la personne, là, je dois avoir des mesures aussi de protection. Par exemple, des gants et autres. Justement, on ne sait jamais. Docteur, comment se comporter avec les gens qui ont cette maladie? Oui, merci. Comment nous devons nous comporter face aux personnes qui vivent avec les sida? Comme mes amis venaient de le dire, nous devons vivre avec eux comme au quotidien, comme d'habitude. C'est-à-dire ne pas être distant d'eux, leur apporter soutien, leur apporter notre affection. Pourquoi je l'ai dit ainsi? Parce que dans nos milieux, la plupart des gens, la plupart des personnes qui sont atteintes, ils en meurent plus vite, plus facilement. Pourquoi? Parce que la plupart de nos amis, la plupart de leurs amis plutôt, de leur famille s'éloignent d'eux. Alors la personne se sent un peu déprimée davantage. Et comme on venait de le dire par le frère Lédic, il y a une perturbation de la défense immunitaire, la défense de l'organisme. Alors il y a aussi, la personne a besoin du soutien psychologique, a besoin du soutien social, a besoin du soutien des amis. Mais dans nos milieux, la plupart font cette discrimination de ne pas vivre avec ces gens comme il se doit. Si je sais que mon frère, mon ami, ou mon père, ou ma tante est atteinte, c'est que je dois seulement lui apporter mon affection et me protéger pour ne pas aussi être contaminé. Mais dommage, dans nos milieux, la plupart des gens fuient ces personnes, ce qui n'est pas du tout bien. Alors mon conseil, c'est que nous devons être près d'eux, nous devons leur conseiller, nous devons leur donner du courage à dire que ce n'est pas la fin du monde. Et surtout, nous devons leur conseiller, que nous devons leur donner, c'est de suivre correctement les traitements. Et ces traitements peuvent prolonger leur espérance de vie au lieu... Parce que si la personne se sent délaissée, se sent abandonnée, il abandonne facilement les traitements. Il dit, vaut mieux en mourir, pourquoi vivre? Alors si nous leur apportons les soutiens, nous lui donnons l'espérance de vie, nous lui donnons la chance de prolonger sa vie. Mais par contre, si on s'éloigne d'eux, on les laisse mourir leur triste sort, ce qui n'est pas bien en tant qu'humain vivant dans la société. Justement, et vous, M. Marco? Et je pense que je serai toujours dans le même angle qu'avec mes confrères. Les gens qui sont atteints du VIH, c'est pas dire qu'ils deviennent directement VIH quand on les voit. Vous voyez? On a bien dit que la transmission du VIH, c'est seulement le contact du sang. Donc, ce sont les gens qui nécessitent vraiment l'affection de nous qui sommes sains. Donc, ils ont besoin de nous. Nous devons les aimer et le voir, c'est comme s'ils n'ont pas cette maladie. Mais surtout, les encourager à aller suivre leur traitement. Parce que c'est au travers de leur traitement qu'ils pourront leur donner la chance de vivre encore longtemps. Mais ou sinon, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas partager avec eux. Bon, ce ne sont pas tellement beaucoup, mais ce qui est important, c'est leur donner de l'affection. Mais pour les autres là qui sont sains, qui sont en train de vivre avec les gens qui ont des VIH, il y a des mesures à prendre. Comme mon frère a dit, quand on a le VIH-Sida, c'est-à-dire que son immunité est faible et n'importe quelle maladie peut toutefois vous contracter. Alors, il serait mieux de commencer d'abord à bien le voir, à bien veiller sur eux quand il y a quelque chose qui ne marche pas et que vous soyez la première personne à aller le forcer à aller se faire dépister, encore ou soit aller voir le laborantin pour leur charge virale, les tester et autres. Mais non, il faut nécessairement les aider, leur donner l'affection, donc tout ce qui est nécessaire pour leur survie. Voilà. Tout à l'heure, je vous ai posé la question de savoir le choix que vous pouvez prendre entre les trois propositions, la fidélité. Alors, je vais poser juste une question à tout le monde. Vous dites juste tout simplement le choix que vous pouvez faire et puis on va passer comme ça, on va conclure l'émission. Monsieur Djouma, voilà. La fidélité, la protection et l'abstinence, juste un. Vous n'avez pas donné d'explication, juste un et on passe. La fidélité. Merci. Monsieur Tim. La protection. Monsieur Marc. La protection.
monsieur docteur Yann? La protection pour, bien sûr, les adultes. Mais quant aux enfants, je reviens encore, je m'excuse pour aller. Oui. Un enfant, quand il n'est pas encore en âge de la sexualité, il doit s'abstenir. Voilà. En tout cas, c'est un message pour tout le monde, et aux jeunes et aux enfants. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à M. Djouma, merci à M. Tim, merci à M. Marco, merci à Dr Yann. Est-ce qu'on peut s'applaudir puisque nous sommes arrivés à la fin de cette émission? Chers téléspectateurs, merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission déjà le lundi sur notre site le www.wango.info. Portez-vous bien. On se retrouve la semaine prochaine. L'Alabama province